Vous écoutez L'ambition au féminin, épisode 156, et aujourd'hui, on s'entretient avec Audrey-Anne Turcot sur comment savoir si un service va se vendre. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous allez super bien et que ce début d'année a été productif, doux, rempli de momentum, rempli de plaisir, bref, peu importe comment vous vouliez le vivre ou l'expérimenter, on accepte toutes les expériences dans notre condition humaine sur laquelle on n'a pas tant de contrôle. On aimerait ça avoir plus de contrôle, mais on n'en a pas tant que ça. Par contre, une place où on a quand même un certain contrôle, c'est nos entreprises. Puis je pense qu'on est probablement plusieurs à s'être lancés en entrepreneuriat pour avoir un sentiment justement d'être en charge, d'être à la tête de quelque chose qu'on pouvait gérer selon notre vision, nos termes, nos conditions. Et c'est une des beautés, je trouve, de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, c'est une entrevue que je vous propose sur l'épisode et c'est une entrevue avec Audrey-Anne Turcot que j'ai découvert récemment, mais que ça fait quand même assez longtemps qu'elle évolue dans le milieu entrepreneurial et c'était fou parce que quand je l'ai découvert, j'étais comme « Wow, on a tellement de choses en commun ». On a tellement une vision commune de comment approcher le marketing, le positionnement, la façon de créer des offres, la façon de travailler sur des business non oppressifs, sur des offres non oppressives. Et donc, c'était vraiment génial d'avoir cette conversation avec elle, puis de parler vraiment ici de validation d'offres et de comment créer justement des offres dans lesquelles, tu sais, c'est pas complètement basé sur l'intuition, chose que c'est peut-être la place où on est un peu pas en dissonance, mais dans le sens que moi, je me base beaucoup sur l'intuition, mais c'est un autre type d'intelligence, puis je vous mettrai le lien vers un épisode de podcast que j'avais enregistré à propos de cette création d'offres avec l'intuition, mais à quelque part aussi, tu sais, c'est sûr que c'est très systématisé, c'est très structuré, ma façon genre de concevoir comment une offre doit répondre à un besoin du marché. Et ce qui est le fun dans le travail de Audrey-Anne, c'est qu'elle a une expertise en design thinking, elle a une expertise en stratégie qui permet de vraiment s'assurer que quand elle crée des offres avec ses clients créent des offres, c'est beaucoup plus sécuritaire et sécure pour tout le monde d'impliquer. La direction dans laquelle ça s'en va et les opportunités qui sont prêtes à être prises aussi dans les dernières entreprises, dans leur entreprise. Donc, qui est Audrey-Anne Turcot? Voici sa petite bio. Donc, elle a passé la dernière décennie à aider des entreprises de diverses industries à partager leurs histoires et commercialiser intelligemment leurs produits et services. En plus d'un passage en agence de communication et à des postes de direction marketing en PME, elle a lancé Basic en 2015, qui s'appelle aujourd'hui Être utile, le nom de son entreprise, par désir de faire les choses différemment grâce au marketing durable. Et encore une fois, on s'entend vraiment sur qu'est-ce que ça veut dire pour nous le marketing durable, vous allez voir dans l'entrevue. Et aujourd'hui, elle joue un rôle de consultante stratégique et de formatrice auprès de plusieurs petites entreprises et solopreneurs qui veulent apprendre à mieux concevoir leurs services, design de services, pour trouver plus d'équilibre de vie, avoir davantage d'impact et bien vivre de leur expertise sans avoir à choisir.
Donc, comme vous voyez, on est hyper aligné sur comment on perçoit le rôle de l'entrepreneuriat aussi dans nos vies, puis comment on peut en faire des lieux d'épanouissement, des lieux où on va se respecter soi-même et nos clients, et comment est-ce qu'on peut être stratégique dans cette mise en place. Donc, sans plus attendre, je vous laisse avec notre conversation entre moi et Audrey-Anne Turcot. Hello, hello Audrey-Anne, comment ça va? Bienvenue sur l'Ambition féminin. Merci Tatiana, ça me fait vraiment plaisir d'être là. Ouais! Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, puis moi j'aime toujours commencer mes entrevues avec une question brise-glace. Fait que je me demandais si tu pouvais nous dire qu'est-ce que tu voulais être quand tu étais petite? Hmm, Très bonne question. Je voulais être chimiste en fait. C'est Oh! ouais, un drôle de métier à choisir quand tu as 7 ans, mais c'est l'âge où est-ce que ma mère est devenue intolérante au gluten sévère, puis elle a vraiment des gros problèmes de santé. Et moi, du haut de mes 7-8 ans, là, j'étais comme, je vais solutionner la maladie cœliaque et Ah! trouver une pilule pour réussir à soigner ma mère. Fait que c'est ça qui m'a inspirée. Mais finalement, je suis vraiment pas allée en sciences. C'était pas pour moi du tout. Non? Qu'est-ce que t'as pas aimé dans la science, comme dans cette approche-là? Ah, c'est juste, je pense que j'ai un cerveau qui est beaucoup plus fait pour l'analyse, la stratégie, beaucoup plus Hmm. que simplement se baser sur les faits, la science et l'académique. J'aime ça être sur le terrain, j'aime ça travailler sur différents projets. Fait que, ouais, non, c'était pas le milieu scientifique, Mhm. laboratoire et tout ça. Je suis pas sûre que ça serait ma place. Wow! Ah, c'est super intéressant. Je trouve ça tout le temps fascinant de savoir c'est quoi l'historique. Ben, tu sais, parce que je trouve qu'il y a tout le temps une petite place à ces rêves d'enfants qui se retrouvent parfois dans nos façons d'être aujourd'hui. Fait que c'est toujours Ouais, le ben, fun de revoir. le côté changer le monde, vouloir aider les autres, ça, je pense que je l'ai depuis toute petite. C'est le fil conducteur que je vois entre ce que je rêvais de faire et ce que je fais aujourd'hui, définitivement. Love it. Ouais, puis justement, en parlant de ce que tu fais aujourd'hui, moi, je t'ai découverte à travers, bon, on a des connaissances entrepreneuriales en commune et en tout cas, de fil en aiguille, c'est facile aussi d'être référé à certaines personnes. Puis là, j'ai commencé à lire un peu ce que tu fais, puis je reçois ton infolettre, et puis j'aime, by the way, que tes infolettes soient tout le temps vraiment courtes et très to the point. Tu sais, c'est pas, moi, je suis comme le contraire, je fais des infolettres fleuves, puis là, c'est le fun des fois de lire des affaires qui sont comme, alright, j'ai un point à te communiquer aujourd'hui, et le voici. Euh, c'est ça, tu sais, toi, tu parles beaucoup de design thinking. Est-ce que c'est comme ça vraiment que tu t'identifies? Est-ce que c'est comme ton titre que t'aimes, genre, prendre pour toi-même? Je dirais que si j'avais à me donner un titre depuis le départ de ce que je fais, c'est vraiment stratège parce que c'est vraiment le lien entre toutes les choses auxquelles j'ai touché. Le design thinking est définitivement une approche que je trouve absolument passionnante pour plein d'aspects, mais je me spécialise vraiment au niveau du design de service. Donc, le design Mhm. thinking peut être appliqué dans toutes sortes de contextes. Moi, je préfère l'appliquer à la création de services. C'est vraiment là-dedans que je me suis spécialisée là, ces dernières années. Ouais, puis tu veux-tu peut-être nous faire grosso modo, une explication de ce qu'est le design thinking, puis comment tu as commencé à l'appliquer dans ton rôle de stratège? Puis est-ce que tu es formé plus en marketing ou dans d'autres domaines comme ça qui ont pu être interdisciplinairement, genre, liés avec avec cette méthodologie? Ouais, ben en fait, à la base, j'ai fait un bac en relations publiques. Donc, j'ai vraiment un background en communication et en marketing. J'ai travaillé là-dedans pendant plusieurs années et finalement, ce qui me faisait vraiment triper, c'était tout l'aspect stratégique, mais pas juste l'aspect stratégie marketing. Donc, vraiment la stratégie de l'entreprise au complet, puis surtout au niveau des services. Fait que j'ai aussi une formation en gestion et tout ça au niveau de la maîtrise, mais ce qui me manquait, c'était comme en termes de méthodologie, comment bâtir une stratégie, puis quel processus suivre pour y arriver. J'avais beaucoup de notions là-dedans, mais je trouvais toujours qu'il manquait quelque chose.
jusqu'à ce que je tombe sur le design thinking et l'approche du design de service, qui est comme, dans le fond, le design de service est une branche d'application du design thinking. Et ça, dans le fond, là, on est vraiment dans l'élaboration du service en allant chercher différents paramètres de design. Donc, on va aller chercher des critères au niveau de notre clientèle cible, comment elle veut se faire servir, de quoi elle a besoin, et on creuse beaucoup à ce niveau-là. Donc, c'est très centré sur le client comme approche, mais on a aussi la considération de la personne qui va offrir le service. Donc, c'est quoi ces paramètres, avec quoi elle peut travailler? Et on essaie, le but de cette démarche-là, en fait, c'est d'arriver à un service qui va sortir de la boîte finalement, qui sera pas nécessairement comme tous les autres services de la même façon dont on les a toujours vus, pour pouvoir créer un service qui va être vraiment unique pour notre entreprise ou pour nous en tant que fournisseurs de services et qui va se démarquer sur le marché aussi en même temps, qui va être davantage collé aux besoins de la clientèle. Fait que c'était toutes des choses que moi j'appliquais dans le cadre de mes compétences en consultation. J'avais toujours cette approche centrée sur le client, cette approche aussi de vouloir bâtir des entreprises qui sont conscientes, qui sont humaines, qui sont bienveillantes pour les personnes à l'interne de l'entreprise. Mais avant de découvrir la méthodologie du design de service, c'était pas nécessairement, c'est comme si j'avais pas nécessairement comme une méthodologie finalement à suivre. Puis là, ben c'est ça qui m'a permis de, quand j'ai découvert ça, j'ai fait comme, OK, wow, c'est vraiment ça qui me manquait dans ma pratique, et j'ai commencé à l'intégrer avec beaucoup de notions de psychologie aussi à travers, parce que je trouvais qu'il manquait ça, tu sais, tout l'aspect d'introspection. C'est beau de dire, OK, moi, c'est ça mon horaire, c'est ça que je peux offrir, tout ça, mais ça va au-delà de ça. Tu sais, nous, en tant qu'individus, on a des besoins aussi là, dans la façon dont on va offrir nos services, dans quel contexte on est confortable, qu'est-ce qui nous brûle de l'énergie pour rien. On a toutes sortes de paramètres, tu sais, du côté humain qu'il faut considérer, je pense, dans l'élaboration d'un service. Ce qui va faire en sorte qu'un service va être durable, qu'on va être capable de l'offrir pendant plusieurs années sans se brûler, qu'on va pas finir nos semaines tout le temps complètement épuisés. Ça, je pense que c'est vraiment le nerf de la guerre là, au niveau des services. Ouais. Il y a tellement de monde qui s'épuise à aider les autres. C'est un métier qui est toujours en relation d'aide, peu importe qu'est-ce qu'on fait là, comme service, qu'on soit avocat ou qu'on soit, je veux dire, infirmière. Je veux dire, il y a toujours l'aspect de vouloir aider les autres, d'être au service de l'autre personne. Et ça demande vraiment beaucoup d'énergie. Fait qu'il faut se considérer dans l'équation. C'est correct de considérer notre client, mais il faut aussi se considérer soi. T'sais. Ouais, c'est tellement central à ma philosophie aussi. C'est comme ça que je travaille en positionnement de marque puis en création aussi d'offres. Je travaille aussi beaucoup sur les offres, là. Et effectivement, ce que tu racontes, c'est le grand enjeu de créer une entreprise qui va être comme qui va s'auto-régulariser, qui va être capable, genre, de bien utiliser les ressources qu'on a à lui donner, mais aussi que ça va nous revenir sous une forme de ce qu'on a besoin, puis tu sais, mêler avec ce que tu dis, pour toi, t'appelles ça de la psychologie, moi, genre, c'est vraiment du coaching plus féministe que je fais, fait que tu sais, je pense qu'on se rejoint vraiment, genre, à 100% sur cette approche-là, puis je suis vraiment curieuse sur le modèle que tu appliques en termes de design thinking, tu sais, parce que, est-ce que, par exemple, tu sais, moi, genre, un des premiers livres que j'ai lu dans ma vie d'entrepreneur, même avant d'être entrepreneur, c'était The Lean Startup, tu sais. Puis je me demande à quel point il y a des ressemblances entre ça puis le design thinking. Est-ce que Lean Startup, c'est du design thinking? C'est comment est-ce qu'on définit ça dans le grand scheme of things? Ben, en fait, il y a un principe du design thinking qui est de justement ne pas partir avec une préconception de ce qu'on veut créer. T'sais, fait qu'on veut ouvrir nos horizons à 100%. Fait que n'importe quelle philosophie, que ça soit de Lean Startup, je pense pas que j'ai lu ce livre-là, mais j'ai lu des livres qui ressemblent avec cette philosophie-là, mais peu importe la philosophie qu'on va venir appliquer, j'ai l'impression qu'au final, il y a quand même un cadre qui vient s'ajouter à ça, certaines contraintes ou certains barèmes qu'on va dire, OK, voici vers quoi tu devrais aller. Tandis que le design thinking, c'est comme on part from scratch. On part avec rien pantoute. Et on va par une série d'étapes et d'exercices, on va finir par arriver
à une finalité qui va être 100% unique à toi, à tes besoins, puis aux besoins de la clientèle que tu veux servir. Fait que, oui, dans un certain sens, le design thinking, il y a comme certains principes du design thinking. On veut pas essayer de complexifier plus que nécessaire ce qu'on essaie de créer. Fait que dans ce contexte-là, oui, effectivement, il y a un grand lien qui est on garde ça le plus simple possible, straight to the point. On veut régler un besoin, puis on va pas rajouter plein de flafla pour y arriver dans le cadre du service qu'on va offrir. Fait que dans ce cadre-là, oui, définitivement, il y a un lien, mais le design thinking ne veut pas chercher à rentrer dans une façon de faire des affaires ou une autre. C'est vraiment de concevoir finalement notre entreprise selon nos propres contraintes et les contraintes de notre client. Fait que il y a Ouais, puis je sais pas à quel point, bon, Lean Startup, peut-être, c'est ça, c'est vraiment plus une méthodologie de travail qui est basée sur le feedback et sur les MVP, donc les Minimum Viable Products, les produits minimum viables. Donc, je me demandais juste si le design thinking est autant, ben, en même temps, tu me diras là si c'était peut-être juste une piste qui est pas nécessairement la bonne à suivre, mais axé dans cette espèce de dialogue qu'on a avec le client, l'environnement, avec les systèmes qu'on met en place, puis après ça, genre d'itérer à partir de ça. Ouais, c'est vraiment définitivement pour ça, tu sais, l'aspect d'itération en continu, définitivement, c'est ce qu'on essaie de faire. Fait qu'on on va designer un service, on va le mettre en mode prototype qu'on va venir tester. Fait que oui, ça va être vraiment un minimum viable, puis il va y avoir une communication tout au long avec le client pour s'assurer qu'il y ait vraiment un alignement le plus parfait possible. Fait que versus essayer de deviner qu'est-ce que notre clientèle veut ou a besoin, on lui parle directement, puis on s'assure de répondre directement à ce qu'elle nous dit et d'ajuster notre service après ça en fonction de ça. Fait que oui, dans ce cadre-là, définitivement. Mm-hmm. Puis qu'est-ce qu'il y aurait d'autres qui rentrent pas dans ce cadre, justement? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais dans le sens, si tu me dis dans ce cadre-là, oui, ça veut dire que dans un autre cadre, il y a d'autres choses peut-être que le design thinking amène que ce type de vision plus sur l'expérimentation, ça prend pas nécessairement en compte tous les paramètres du design thinking. Ouais, mais c'est juste dans le sens que je pense qu'il faut partir avec l'idée que le design thinking va nous amener dans une direction dont on ne sait pas nécessairement l'issue. T'sais. Fait que c'est d'ouvrir 100% de notre vision. On peut pas dire, OK, je vais venir appliquer telle vision du monde des affaires à mon design thinking pour m'en aller dans une certaine direction. T'sais, le design thinking veut plutôt qu'on parte de quelque chose de plus élargi et de se baser vraiment sur le feedback de nos clients et le nôtre pour arriver à quelque chose d'unique. Fait que c'est pour ça que quand je travaille avec ça, j'essaie d'éliminer tout ça, toute forme d'influence qui peut venir s'ajouter parce que finalement, ça ne fait que créer du bruit à ce niveau-là. Mais il y a quand même des choses desquelles on peut s'inspirer de différentes philosophies d'affaires pour être capable d'aller dans la bonne direction. Mais au final, ce qui va vraiment être primordial, c'est toujours ces deux éléments-là. On va essayer de trouver un format de service qui va être super win-win, très gagnant-gagnant, et pour soi et pour notre client. Fait qu'au final, c'est ça qui doit, dans tout le processus, ce sont les deux éléments qui doivent ressortir le plus. Tu peux-tu nous donner un exemple de quelque chose que, par exemple, une cliente ou un client serait venu vers toi, puis a dit, OK, voici ma problématique, puis comme une issue qui serait sortie de là, mais qui était comme personne n'aurait pu imaginer que c'est ça qui allait ressortir de ce processus-là. Honnêtement, tout le monde qui fait le processus de design de service, puis je donne une formation là-dessus qui s'appelle Design tes services, puis à chaque fois, je suis comme flabbergastée de voir c'est quoi les résultats des gens. Au bout du compte, j'aurais pas pu faire ça avec, j'aurais pas pu trouver ça pour eux, dans le sens que ça part de eux, c'est ça la beauté de la chose. Mais en termes de problématiques, souvent les gens vont arriver au design de service, soit parce que ils savent pas quoi faire comme service, ils savent pas comment se démarquer, ils ont l'impression de faire la même affaire que tout le monde, ou bien, des fois, ça va être, ils ont un besoin qui est non comblé dans leur service, comme par exemple,
l'aspect de récurrence. Donc, quelqu'un qui va travailler beaucoup à la pièce, au projet, mais il n'y a pas nécessairement de récurrence dans ses projets, et là, veut essayer de générer du revenu un petit peu plus constant, et là, se demande, OK, comment je fais pour designer mon service pour aller dans cette direction-là, tu sais, et m'apporter un peu plus de sécurité. Fait que, peu importe c'est quoi l'objectif qu'on a de départ, souvent on va partir de ça, on va essayer de gratter pour comprendre qu'est-ce que ça va être finalement le besoin qu'on veut venir combler à l'intérieur de nous, et vérifier qu'on est capable d'aller combler aussi quelque chose chez notre clientèle, parce que c'est bien beau vouloir de la récurrence pour ça, mais si notre client n'a pas besoin, je veux dire, on vendra pas plus le service. Fait qu'il y a comme tout un processus, puis à la fin, ben oui, c'est toujours vraiment intéressant de voir qu'est-ce qui se crée, tu sais, en termes de récurrence. Ce qui est arrivé des fois avec des clients, c'est qu'ils se sont rendus compte que ils imaginaient que la récurrence allait leur apporter, finalement, ça comblait pas tant que ça leurs besoins, ça comblait pas un besoin chez leur clientèle, puis on est allé chercher complètement autrement cette notion-là de sécurisation financière à travers d'autres types de services. Fait que de développer des relations à plus long terme, mettons, j'ai une cliente qui est en correction, ben, tu sais, de faire des liens avec des plus grosses firmes et non pas des entrepreneurs uniques qui ont des projets à la pièce, d'aller chercher du volume un petit peu plus. Donc ça leur rapporte un peu plus de sécurité. Ce genre de choses-là, tu sais, c'est un processus très itératif, fait qu'on va creuser beaucoup, beaucoup pour venir chercher finalement comment est-ce qu'on va venir répondre aux besoins, mais des fois, le besoin initial puis le résultat final, c'est pas du tout ce qu'on s'imaginait, là. Il n'y a pas nécessairement de lien, mais finalement, ça répond aux besoins au final parce qu'on a tellement creusé pour comprendre qu'est-ce qu'il y avait derrière notre besoin, comme ça, mettons, l'aspect sécurité financière. Et finalement, on arrive à un résultat qui est comme, ben, on vient combler ça, mais d'une autre façon qu'on se serait jamais imaginé, tu sais. Fait que c'est le même principe pour peu importe le problème. Tu sais, des fois, j'ai des clients qui ont conçu des services vraiment cool à partir de rien, puis juste de se laisser inspirer à travers leur processus, leurs entrevues qu'ils ont faites avec leur clientèle pour arriver à des formats de services, notamment, la personne qui me vient en tête, c'est Joanie Gastonguay, qui est graphiste et qui offre des packaging de services, en fait, des packages de services qui sont super uniques, qu'elle a vraiment créé toute une ambiance autour de ses services, fait que qui est super coloré, puis ça se démarque vraiment des autres graphistes en termes de format et de contenu de service. Fait que c'est ça. C'est elle qui fait le brand de mon nouveau programme qui Ah, sort wow! en 2024. Fait que, ouais. Très cool. Mais c'est ça, je l'adore. Joanie est vraiment chouette. Puis c'est ça, tu sais, les services qu'elle a conçus dans le cadre de ma formation de design de tes services, ben c'est ça, elle est partie elle venait juste de commencer. Puis de fil en aiguille, ça a créé des formats de services qu'elle se serait jamais imaginé au départ. Fait que c'est ça un peu la beauté de la chose, c'est tu t'en vas dans une direction absolument inconnue, mais ce que tu découvres à travers le processus, des fois, il y a vraiment des petites pépites d'or qui se créent à travers ça. Intéressant. Ouais, c'est intéressant parce que je pense qu'on travaille sur les mêmes problématiques, mais avec des approches différentes, tu sais. Puis ça vient, le design de service, c'est issu du monde de l'innovation. Genre, c'est comme dans la discipline elle-même, ça sort de de quelle discipline en fait. Ouais, ben en fait, c'est ça, c'est basé sur le design thinking, donc qui lui était plus au niveau justement innovation de produits et de processus et tout ça, et de solutions de problèmes. Souvent, c'est un peu pour ça qu'on va utiliser le design thinking, c'est qu'on a un gros problème complexe qu'on va essayer de trouver des solutions. Le design de service est arrivé par la suite pour s'appliquer plus spécifiquement au service, fait que ça vient un petit peu changer le processus parce que c'est complètement intangible. Tu sais, un service, c'est la chose littéralement la plus difficile à designer parce qu'on peut pas rien toucher, on peut pas le tester, juste de prendre l'objet puis de voir comment on l'utilise. Tu sais, c'est vraiment différent comme type de design. Fait que ouais, mais ça, c'est dans une perspective d'innovation définitivement qu'on vient l'utiliser le plus possible ou d'essayer de régler des problématiques par rapport à des services. Puis là, c'est intéressant parce que tu parlais, tu parlais de Joanie qui commençait, selon ce que j'ai compris. Est-ce que, qu'est-ce qui arrive si
la personne qui veut faire du design de service, elle connaît pas bien sa clientèle. Hmm. Comme est-ce qu'ils ont besoin d'aller faire des recherches au préalable pour être capable de ensuite faire ce processus-là, ou est-ce que ça fait partie du processus d'aller chercher ces informations? Ouais, que la personne, en fait, connaisse vraiment bien sa clientèle ou pas du tout. Je trouve ça toujours hyper important d'aller faire des entrevues, de parler directement à notre clientèle ou clientèle cible pour essayer de mieux comprendre les sujets qu'on va essayer de traiter à travers le design, le service qu'on est en train de designer. Fait que même pour moi qui est à mon compte depuis 8 ans, je refais ce processus-là au minimum une fois par année ou à chaque fois que je veux créer un nouveau service. Je trouve ça hyper important. J'ai beau connaître ma clientèle, il reste toujours des angles morts, toujours, toujours. Puis je veux surtout pas, quand j'arrive pour designer un service, je veux pas faire des suppositions de ce que les gens ont besoin et ce qu'ils avaient besoin l'année dernière, c'est peut-être différent dans le contexte actuel. Fait que j'essaie toujours de retourner poser des questions, puis les conversations que ça génère sont tellement intéressantes je trouve ça vraiment précieux de prendre le temps de faire ça, puis ça permet vraiment d'apprendre à connaître les gens, leurs besoins, leur contexte. Pour moi qui travaille avec des entrepreneurs, mais chaque entreprise est différente, chaque entrepreneur a des réalités qui sont différentes. Oui, il y a souvent des éléments communs, mais ça vaut la peine d'apprendre à les connaître pour vraiment comprendre. Tu sais, mon contexte à moi en tant qu'entrepreneur n'est pas nécessairement le même que tout le monde. Puis en ayant ces conversations-là, c'est là qu'on va chercher vraiment l'information dont on a besoin pour être capable de designer notre service. Fait que oui, définitivement que la personne ne connaisse pas sa clientèle très, très bien ou qu'elle soit, comme toi, qui est en affaires depuis longtemps, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Puis souvent, c'est que ça crée une ambiance vraiment de confiance avec les gens avec qui on parle, qui est d'expérience. Souvent, ça finit par générer des relations d'affaires aussi là, avec ces personnes-là parce que on prend le temps d'apprendre à les connaître, leurs défis, mais pas dans une perspective commerciale. On veut juste apprendre à les connaître. C'est juste une conversation. Et souvent, ça génère des relations à long terme. Fait que oui, définitivement, mais pour une personne qui ne fait que commencer, ben c'est d'autant plus important parce que c'est sûr qu'elle part avec une certaine connaissance de la personne qu'elle veut servir, mais elle part probablement avec vraiment beaucoup de suppositions. Donc, on veut être sûr de ne pas se baser là-dessus pour faire son design, mais bel et bien sur les besoins réels de sa clientèle. Fait que définitivement important d'aller faire de la recherche là-dessus. Puis est-ce que tu sens que des fois la clientèle connaît pas bien son besoin, puis là, ça pourrait brouiller les pistes aussi pour quelqu'un qui voudrait être un peu plus littéral, entre guillemets, dans leur design de service? 100%. Ça, c'est toujours un peu la difficulté, c'est que les gens ne savent pas toujours ce dont ils ont besoin. Puis c'est pour ça qu'il faut vraiment creuser, poser des questions au-delà de juste c'est quoi ton problème, comment est-ce que tu voudrais qu'on le règle. Tu sais, ça, c'est sûr qu'on peut les poser ces questions-là, mais bien souvent, c'est insuffisant. Fait que c'est de s'assurer d'aller au-delà de ça en posant des questions qui sont connexes, d'essayer de comprendre le contexte de la personne dans son quotidien, ça ressemble à quoi, c'est quoi ses défis, qu'est-ce que ça change pour elle d'avoir ce défi-là, qu'est-ce qu'elle perçoit qui pourrait être ses solutions possibles, de creuser ça avec elle. Tu sais, c'est une conversation, c'est pas juste une entrevue dans un certain sens, c'est vraiment, on veut essayer d'aller creuser avec la personne pour trouver des réponses, tu sais, au-delà du premier degré. Parce que si on fait juste envoyer un questionnaire, un sondage, je veux dire, on va rester au premier degré. On n'aura pas comme des petites pépites d'or. Il faut vraiment poser des questions, faire des questions de suivi avec la personne, vraiment creuser en profondeur. C'est là qu'on va trouver des éléments que même la personne est comme « Hey, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai, c'est vraiment intéressant. C'est vrai que ça me servirait vraiment mieux. » Puis, fait que ces entrevues-là c'est pour ça que je dis qu'elles sont précieuses, c'est que c'est fou l'information qu'on est capable d'aller chercher, que la personne savait même pas, mais en parlant, des fois, on réussit à aller la chercher. Puis après ça, je fais toujours un exercice de réfléchir à c'est quoi les besoins sous-jacents, c'est quoi les désirs sous-jacents de la personne quand elle exprime, par exemple, qu'elle veut, je sais pas, augmenter ses revenus. C'est comme, OK, parfait, mais
qu'est-ce que ça va changer dans sa vie, qu'est-ce que ça va apporter, quel besoin il essaye de combler avec ça. Est-ce qu'on peut le combler différemment que juste par une augmentation de ses revenus? Fait que c'est beaucoup, beaucoup de questionnements, beaucoup d'analyses, mais ça vaut tellement la peine de prendre le temps de faire ça parce qu'on comprend 1000 fois mieux après ça la personne qu'on veut servir dans ses besoins primaires finalement, pas juste dans les besoins qu'elle va exprimer tout haut. Fait que des fois, on apprend à la connaître quasiment mieux qu'elle se connaît elle-même parce que justement, on se permet d'aller creuser beaucoup plus en profondeur. Puis c'est ça qui nous permet ensuite de designer un service qui va être super collé sur son besoin. Puis c'est peut-être même pas ce que ce serait imaginé, mais finalement, ça va bien mieux la servir comme ça. Mm-hmm. Puis est-ce que, encore une fois, je suis super d'accord avec toi, puis j'aime ce que tu amènes ici, là, en termes de aller plus loin que le premier degré. Puis, tu sais, je pense que même, tu sais, les gens vont souvent, c'est ça, se limiter sur le texte. Tu sais, il y a comme il y a un art de lire c'est quoi le deuxième degré. Tu sais, puis moi, j'ai une formation en littérature, fait que je suis formée à lire, genre, les deuxièmes degrés, mais je pense que aussi, en tant que coach, c'est important pour nous d'entendre les non-dits, tu sais, puis de faire les... Puis tu disais, on veut pas faire des assumptions, mais à quelque part, il y a comme des liens ou des assumptions, veut pas qu'on fait, puis d'aller les retester pour être sûr qu'on a bien compris ces deuxièmes degrés. Puis là, je me demandais, c'est quoi aussi la place de l'intuition dans les questionnements ou dans la façon dont toi, tu approches le design de service. Parce que j'ai l'impression, ben je sais pas, puis tu me le diras, mais dans la conversation sur l'innovation aussi, tu sais, il y a beaucoup de, ben tu sais, ces fameuses idées lumière, tu sais, bulbes de lumière qui te tombent sur la tête. C'est comment toi tu comprends l'intuition puis la place que ça a dans un processus comme ça? C'est tellement une question intéressante, puis j'ai pas de réponse fixe à ça, dans le sens que ma perspective par rapport à ça évolue beaucoup. Je crois énormément à la force de l'intuition en affaires. Je pense que c'est super précieux dans notre quotidien d'être capable de reconnaître quand on a une mauvaise intuition par rapport à quelque chose versus quand on a une bonne intuition. Puis des fois, c'est pas toujours basé sur la logique. Des fois, c'est important de dire oui à des opportunités. Fait que dans ce cadre-là, je pense que de suivre son intuition en affaires, c'est vraiment, j'y crois, et je l'applique au quotidien. Pour ce qui est de designer un service, c'est là où ça se corse. En tout cas, dans ma perspective, c'est que des fois, puis je vais me baser beaucoup sur mon expérience, moi-même, j'ai essayé de designer des services ou du moins de sortir des services qui étaient juste d'un point de vue intuitif, de me dire « Oh, ça serait vraiment cool de faire ça! » Puis finalement, ça n'a vraiment pas fonctionné, puis c'était vraiment pas ça que ma clientèle avait besoin. Fait que j'ai perdu vraiment beaucoup de temps à faire ça. Fait que des fois, ça... je veux dire, on peut avoir une super bonne intuition, le lancer, ça fonctionne super bien, mais bien souvent, ça floppe. Ça, c'est ce que j'ai remarqué, c'est que si on ne fait que se baser sur notre intuition, des fois, ça fonctionne juste pas. Fait que plutôt, puis tu sais, je dis pas qu'il faut pas le faire, mais ça peut être beaucoup de temps perdu. Fait que si on veut éviter de perdre ce temps-là, ça peut valoir la peine de prendre un petit peu plus de temps juste pour venir valider notre intuition. Oui, de partir de ça, mais de vérifier si c'est bel et bien quelque chose que notre clientèle a besoin avant de le sortir, avant de mettre de l'énergie dessus. Même si on se dit qu'on veut juste sortir un MVP, tu sais, des fois, c'est quand même prenant de temps, là, puis d'énergie. Fait avant de tout bâtir ça, des fois de juste prendre le temps d'aller faire un peu de design de service, de s'assurer qu'on vient vraiment valider le besoin. Puis après ça, ben si effectivement il y a un besoin, il y a de l'intérêt, ben là, on peut le lancer. Fait que oui, tu sais, je pense que l'intuition est pertinente, puis il faut être à l'écoute de ça parce que des fois on peut avoir des éclairs de génie, tu sais. Mais en termes de design de service, je pense que c'est difficile de se baser uniquement là-dessus parce que ça peut nous envoyer dans une mauvaise direction. Parce que ce que ça va faire souvent l'intuition, c'est que nous, on va se dire, ben moi, ça m'excite vraiment gros de faire ce service-là, ça me viendrait vraiment me combler, ça viendrait répondre à mes besoins. C'est parfait cet élément-là, mais si c'est pas combiné également avec un besoin du marché, il se vendra pas le service. Fait que, ça viendra pas plus répondre à nos besoins.
Puis je pense que c'est ça. Je pense que les gens, ben moi, je comprends l'intuition d'une façon que c'est juste une sensibilité aux informations qui est processée d'une façon différente dans notre cerveau, mais que des fois, les gens mélangent ça un peu, comme tu dis, avec un feeling de excitation ou un Mhm. feeling de un désir ou quelque chose comme ça, alors que c'est d'autres choses. Une intuition, c'est un peu plus comme ton cerveau a process de façon inconsciente une certaine information, puis il te donne un push dans une direction, puis après ça, c'est comme tu dis, c'est important d'aller valider euh, que c'est viable, que c'est ce qu'on a envie de faire, etc. Euh, mais c'est sûr que, tu sais, juste baser une entreprise sur des feelings, ça marche pas, là, tu sais, Puis tu apportes un point super important, c'est que justement, le fait que notre intuition soit fort probablement basée sur les signaux qu'on a de notre environnement, au final, ça se peut que notre intuition soit simplement due au fait qu'on a vu un autre professionnel offrir un service d'une telle façon. Et là, ça nous repop à un moment donné dans notre tête en faisant Ah ouais, ce serait vraiment cool que je fasse telle affaire. Puis on se rend pas compte du lien entre les deux. Mhm. Mais notre cerveau a déjà lu l'information, mettons, il y a 3 mois de telle personne qui offrait un service d'une telle façon. Puis finalement, tout ce que notre cerveau nous envoie comme signal, c'est comme Mhm. je veux pas dire copier, là, mais tu sais, une forte inspiration d'un autre service qui est peut-être pas bon pour nous, qui vient peut-être même pas répondre à Mhm. nos propres besoins, mais qu'on Oh, voit que ouais. l'autre personne réussit super bien avec ça. Fait qu'on associe ce format de service-là comme ayant du succès et là, on veut la même chose pour soi. Fait que c'est Ouais, pas ouais, ouais, je suis nécessairement. vraiment d'accord. C'est pour Ouais. ça que souvent, dans mes designs de services, on va pas vraiment travailler au niveau de la compétition parce que pour moi, c'est juste du bruit, souvent, là. Fait que c'est beaucoup plus de se recoller à ce que nous, on a besoin, ce que notre clientèle a besoin, puis ce que les autres professionnels font. Je veux dire, oui, ça peut être une belle inspiration, mais pour la majorité, surtout solopreneurs, là, je trouve que ça ne fait que créer du bruit autour de soi. Puis des fois, on va s'intéresser à des modèles qui sont vraiment pas faits pour nous, puis qu'on est juste intéressé par ça parce qu'on voit les autres avoir du succès avec ça. Fait qu'on se dit que ben nécessairement on va réussir aussi si on fait le même format, mais peut-être pas, tu sais. Puis souvent les gens se brûlent en faisant ça, en essayant des formats qui sont pas faits pour. Ouais, je suis tellement, tellement d'accord. Je suis tellement d'accord, c'est fou. Euh, je pense que c'est dans une de tes infolettres où tu parlais de la pensée linéaire, puis de comment le design thinking ou le design de service, c'est pas axé sur un processus linéaire. Puis j'ai un épisode de podcast qui s'appelle se défaire de la pensée linéaire pour devenir un meilleur entrepreneur. Puis je vais le mettre dans les liens dans les notes de l'épisode, mais je voulais t'entendre sur sur comment toi, genre, tu le vois dans ton activité, puis dans ta façon de Mhm. travailler avec tes clients. Honnêtement, dans ma formation design des services, la première chose que je dis, puis je le répète tout au long, c'est que ça ne peut pas être ce n'est pas un processus parfait. C'est Mhm. impossible de vouloir atteindre la perfection avec ce processus-là parce que on essaie de designer quelque chose de totalement intangible. Fait que ça va évoluer, les besoins vont évoluer, on va évoluer, nos besoins seront plus les mêmes. Fait que c'est définitivement un processus d'amélioration continue. Par contre, on veut essayer de se rendre le plus proche possible avec notre itération de design de service au départ. On veut pas changer notre service 90 fois, c'est pas ça l'objectif, mais il faut totalement éliminer le désir de perfection dans le cadre de ce processus-là, ce qui est super difficile. Pour moi, la première, là, j'ai vraiment un côté perfectionniste. Fait que quand je m'embarque dans ce processus-là, il faut toujours que je me parle parce que ça me tente toujours de vouloir comme essayer de trouver le format parfait. Puis là, je trouve qu'il n'y a jamais rien de parfait. Mais tu sais, à un moment donné, c'est qu'on n'avance pas là, quand on ne fait qu'essayer Mhm. de trouver le parfait service. Fait que je pense que oui, c'est pas un processus qui est linéaire, le design de service, la création d'un service. C'est des fois, on va avoir des éclairs de génie. Après ça, on va se dire, OK, non, attends, ça marche pas pour telle affaire. On revient sur notre planche à dessin. On essaie d'autres éléments. On essaie de combiner d'autres formats, d'autres affaires, tu sais, puis on fait des tests.
on vérifie avec notre clientèle, OK, ça marche pas, puis on évolue en fonction de ça. Fait que je pense que oui, c'est un processus un peu montagne russe, bien plus que linéaire, mais au final, le résultat est d'autant plus intéressant. Puis il faut se donner beaucoup de grâce à travers ce processus-là, puis de pas essayer d'atteindre un résultat parfait, mais plutôt un résultat qui convient aux besoins de notre client, de nous-mêmes. Puis déjà, si on arrive à ça, ben après ça, on a toujours la chance de continuer d'améliorer puis de perfectionner notre service au fur et à mesure, ou de le changer éventuellement. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être un même service pour toute la vie. Mais ouais, ça, je pense que j'y crois pas vraiment en entrepreneuriat. C'est définitivement pas un processus linéaire. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des retours en arrière. Ça fait partie de la game. C'est exactement la même chose en design de service. Ouais, puis ce que tu pointes aussi, puis ça me fait penser que l'entrepreneuriat aussi, c'est une façon d'apprendre à se connaître. Puis des fois, on se connaît pas assez pour savoir qu'est-ce qu'on va aimer ou qu'est-ce qu'on va pas aimer. Fait qu'on va designer des services qui sont bons sur papier, puis qui fonctionnent, puis qui ramènent des clients, puis tout ça. Puis on se rend compte après 6 mois ou 1 an que finalement, tu sais, on n'avait pas pris en compte que c'est trop d'heures de travail ou qu'on veut pas, genre, faire X, Y, Z. Puis là, ben, on revient sur la planche à dessin, puis on recommence le processus, puis que ça fait partie de la game, parce que je pense que beaucoup de gens aussi, tu sais, comme, ils s'attendent à trouver la panacée, la clé ultime qui va faire qu'ils vont plus jamais se poser de questions. Mais l'entrepreneuriat, ben, c'est un questionnement constant aussi, puis plus on apprend à se connaître là-dedans, puis à évoluer, plus c'est fait pour changer. Hein. Puis c'est ça la beauté de l'entrepreneuriat, tu sais. Absolument. Puis pour vrai, je trouve que ceux qui ont le plus de succès à faire le design de leur service, c'est ceux qui se connaissent le mieux. Fait que, puis dans le détail. Tu sais, je te donne un exemple. Moi, j'ai remarqué que dans le cadre de ma pratique, j'ai tendance les après-midi à être beaucoup plus sociale, puis le matin, je veux comme rester dans mon bureau, pas voir personne, et j'accomplis énormément de travail. Je pense que je pourrais faire ma journée de travail, juste travailler les avant-midi, puis ça ferait l'équivalent de 40 heures, parce que je suis tellement focus dans les avant-midi. Puis ça, c'est à force de remarquer comment je travaille. Et aujourd'hui, c'est devenu une limite dans mon entreprise. Je prends très, 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 très rarement des rendez-vous le matin. Je protège énormément mon temps à ce niveau-là. Ça me permet d'être super efficace. Puis après ça, tous mes rendez-vous vont être l'après-midi. Fait que c'est dans ce genre de petits détails-là, de plus qu'on apprend à se connaître, on est capable de mettre nos limites et de designer nos services en fonction de ces limites-là. C'est pas des limites qui sont négatives, au contraire, ça nous permet de vraiment mieux performer, puis d'être plus heureux, puis d'arriver à la fin de notre semaine sans être toujours épuisé. Fait que moi, quand j'essayais de mettre des rendez-vous un peu partout, ben là, ça finissait que j'essayais d'accomplir vraiment beaucoup de travail l'après-midi. Ça fonctionnait pas, j'étais pas efficace. Fait que, tu sais, au final, je finissais mes semaines, j'étais découragée parce que ma to-do était loin d'être terminée. Fait que j'avais beaucoup d'insatisfaction, tu sais, par rapport à mon travail. Fait que c'est plein de petits détails qui ont l'air un peu comme banals, mais au final, quand on les met ensemble et qu'on design notre service avec ces critères-là, ça fait tellement une différence. Fait que c'est tous ces petits éléments-là, d'apprendre à se connaître, d'être capable de regarder, tu sais, qu'est-ce qui nous permet de conserver notre énergie, c'est quoi notre rapport aux gens, comment est-ce qu'on veut interagir avec les gens, qu'est-ce qui nous brûle, qu'est-ce qui nous donne de l'énergie. Pour chaque personne, c'est complètement différent. Fait que le plus clair on devient par rapport à qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qui nous aide à performer ou qui nous aide moins, bien après ça, on peut designer notre entreprise, nos services en fonction de ça, tu sais. Puis ça peut se faire vraiment facilement dans un cadre de solopreneur, tu sais. Je pense que c'est très facile dans un certain sens de mettre nos limites quand on travaille, on est la seule personne de l'entreprise. Mais je pense que ça peut même s'appliquer dans des plus grandes entreprises aussi, tu sais. J'y crois beaucoup de créer une expérience différente pour chaque personne pour que tout le monde puisse se sentir épanoui dans le cadre de son travail puis que les besoins de tous soient respectés. Je pense que ça fait une énorme différence après ça sur la productivité puis le bonheur au travail. Génial! Wow! C'était tellement une belle conclusion aussi à notre conversation. Je me demande, bon, design de service, c'est vraiment ton approche, c'est ta méthodologie, tu l'as
tu l'as créé par rapport à toute ton expérience avec tout ce que tu connais sur le design thinking, mais aussi ton expérience d'entrepreneur et tout ça. Donc, on peut te suivre. Est-ce que tu as comme un lieu où tu partages des ressources à l'extérieur de ton infolettre ou c'est vraiment par ton infolettre ou est-ce qu'il y a d'autres places où on peut te suivre puis en apprendre sur toi? Et est-ce que tu as des livres ou des ressources que tu aimerais peut-être suggérer à des personnes qui voudraient commencer à s'intéresser à cette dimension-là? Mhm. Définitivement, en termes de livres, si tu veux, je pourrais, j'ai pas les titres en tête comme ça, mais je pourrais te les envoyer pour que tu puisses les ajouter dans les notes de l'épisode. Fait que oui, définitivement, j'ai plusieurs livres qui sont des vraiment belles introductions au design de service, qui est une approche qui est utilisée dans toutes sortes de domaines, hein, tu sais, qui est quand même assez popularisé. Moi, je l'applique d'une certaine façon pour les solopreneurs parce que je trouvais que c'est ça qui manquait dans le marché. Il y avait très peu de formations appliquées aux solopreneurs. Fait que ça, tu sais, toutes les ressources que les livres et tout ça qui existent sur le marché parlent beaucoup des grandes entreprises. Fait qu'il y a des inspirations à aller chercher définitivement, mais souvent, ça ne s'applique un peu moins aux solopreneurs. Donc, c'est ce que j'essaie de partager beaucoup sur LinkedIn, sur mon compte Instagram, pour essayer d'aider les gens, puis d'avoir des petites réflexions par rapport à leur service à toutes les semaines. Puis sinon, effectivement, mon infolette, là, je dirais que ce sont les trois endroits. Puis sinon, ben, ma formation Design tes services, qui est vraiment le cheminement complet où est-ce que j'accompagne les gens à designer leur service à travers toute la méthodologie. Justement, ça s'adresse aux gens qui ont des très petites entreprises de services, fait que qui n'étaient pas vraiment desservis par les formations qui existaient sur le marché jusqu'à maintenant en design. Puis est-ce que pour toi, service aussi, ça prend en compte des gens qui voudraient créer des cours ou des choses comme ça, ou c'est plus Ouais. pour du done for you ou des choses? Tout ce qui va être, oui, done for you, fait que exécution, mais aussi du done with you, fait que tout ce qui est accompagnement, consultation, et oui, en termes de tout ce qui va être, tu sais, créer des formations en ligne, toutes sortes d'outils qui vont être digitaux, mais qui apportent un certain service à la clientèle. Oui, ça, définitivement, ça peut se créer facilement avec le design de service. Le principe est le même. Tu sais, le résultat est peu important de ce qu'on essaie de créer. Finalement, c'est que la méthodologie s'applique à vraiment beaucoup de contextes. Puis moi, c'est ça que je trouve trippant. En fait, c'est que j'accompagne des gens qui sont de tous les domaines. Fait que ça me permet d'en apprendre vraiment beaucoup sur toutes sortes d'affaires, tu sais, de l'architecture, des technologies, l'intelligence artificielle. Tu sais, je travaille avec des gens dans plein de domaines parce que justement, le design de service s'applique peu importe le service qui est offert. Fait que on travaille avec les limitations de la personne, de son contexte, de sa profession, puis on crée un service en fonction de ça. Fait que voilà. Génial! Ben merci beaucoup, Audrey-Anne. C'était vraiment intéressant. Puis je pense c'est vraiment cool de rencontrer des gens qui sont vraiment alignés avec ma vision de l'entrepreneuriat puis de comment créer justement des entreprises qui sont durables, qui sont éco-responsables, mais pas juste éco-responsables dans le sens de l'environnement à l'extérieur de nous, mais aussi de notre environnement, puis de comment nous, on s'introduit comme organisme vivant, genre dans les différents systèmes dans lesquels on participe, puis de repenser la gestion de nos ressources à travers tout ça, puis de créer vraiment des systèmes qui sont stables et qui vont permettre de perdurer à travers le chaos, le chaos qu'est l'entrepreneuriat. Exact, c'est ça. Non, je suis vraiment d'accord. Puis je trouve que c'est effectivement le fun aussi de parler de ce sujet-là, puis de remettre, de réitérer l'importance de créer une entreprise qui est saine pour soi, qui est bienveillante envers soi. Puis je pense que on partage définitivement cette vision-là, puis notre clientèle aussi. Fait que je pense qu'on cherche juste à créer des entreprises dans lesquelles on est bien à long terme, qui nous rapportent financièrement, mais qui nous apportent aussi sur tous les autres plans, d'un point de vue humain. Ça, je pense que c'est possible de tout avoir, dans ce contexte-là. On se fait souvent croire qu'il faut choisir, mais en réalité, je pense que c'est possible quand on prend vraiment le temps de définir qu'est-ce qu'on veut. Je pense que c'est possible de l'atteindre. Ça prend juste un petit peu plus d'effort, des fois un peu plus de réflexion, mais quand on veut prendre le temps
de créer notre entreprise de rêve. Je suis définitivement d'accord avec ta vision que c'est possible de l'atteindre. Génial. Merci encore. Puis je vais encore une fois mettre les liens pour qu'on puisse te suivre, s'abonner à tes comptes et découvrir tes formations et tout ça dans les notes de l'épisode pour celles qui sont intéressées. Et genre, on se dit à bientôt, j'espère. Oui, merci beaucoup. Hey, t'es encore là? Ça veut dire que l'épisode t'a plu. C'est vraiment cool, ça. Est-ce que je peux te demander quelque chose maintenant? Aide d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast en déposant des étoiles d'appréciation pour l'ambition au féminin. Sur Apple Podcast, c'est facile, défile tout en bas de la page de l'émission où tu vois les avis et tape sur le 5 étoiles pour faire exploser mon cœur de joie. Sur Spotify, c'est encore plus simple. Navigue sur la page du balado et tape l'icône en étoile en bas de la description. Merci d'avance, je t'apprécie beaucoup.